décentralisation. On est revenu plusieurs fois par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est avec les 26 provinces? Où est-ce qu'on en est avec les communes, les secteurs, les villes, etc. Donc pour dire, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, mais néanmoins. Mais quand même. Néanmoins, Matata, pour avoir passé beaucoup de temps au BSECO, qui est une institution qui respecte les normes et les standards internationaux, il a une culture. Il a une culture normative. Il a une méthode de travail. Vous confirmez que la rigueur a payé quand même? Attention, attention. Parce que 8 millions de dollars, c'est une valeur nominale. Ce n'est pas une valeur réelle. Et donc, les économistes m'écoutent, ils savent ce que cela représente. Mais néanmoins, il y a une méthode. Néanmoins, il y a un premier pas. Le premier pas a toujours été le plus long. Je dirais même que Matata, c'est le moins mauvais de la majorité. Oh. Simplement parce que il est en train de mettre en place une approche, mais qui est fondamentalement sectorielle. Il faut qu'il s'élargisse dans une vision systémique. Ça veut dire en fait que lorsqu'il est en train de construire une dynamique pour mettre en place une croissance économique, qu'il sache qu'il y a des écoles, qu'il sache qu'il y a l'énergie, qu'il sache qu'on a besoin de l'eau, qu'il sache qu'on n'a pas seulement besoin de routes, mais on a besoin de différents secteurs de la vie nationale. Et par rapport à cela, lorsque vous regardez par exemple les taux de desserte en énergie, l'électricité, il a trouvé à 9%. Jusqu'aujourd'hui, c'est 9%. Il a trouvé l'eau, la desserte. Avec Mobutu en 1980, c'était 30%. Aujourd'hui, on est à combien? À moins de 10. Donc, tout cela, ce sont des grands défis. Des grands défis qui lui permettent véritablement de donner un sens de direction. Il ne doit pas aujourd'hui se relayer d'un principe pour avoir fait quelque chose. Parce que ce qui reste, c'est plus. Ça, et beaucoup de personnes, des observateurs disent que tant qu'on n'aura pas mobilisé autant d'argent, que 75% des moyens de recouvrement se volatilisent dans les poches des individus, parce que la tendance, la réduction de 30% de la corruption donne 55 milliards au moins l'année suivante dans le budget. Mais il n'est pas encore arrivé à cela. On n'a pas encore ressenti le rôle, comme l'a dit M. Kambalé, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, toutes ces structures de dissuasion sont devenues des caisses de résonance. Il faut que véritablement ces structures de la République fassent un travail indépendant, n'est-ce pas, du gouvernement de la République, pour donner un éclairage dans la perspective de pouvoir améliorer les choses. John Banzalunda, vous êtes cadre de l'UNAFEC. Bilan de Matata ou c'est le bilan, la matérialisation de la vision du président de la République? Il y a un peu cette confusion-là. Tout à fait. J'ai apprécié avec une particulière attention l'analyse de M. Yamba Yamba et qui a épinglé en disant d'entrée que ce débat ne doit pas être politicien. C'est ce qui n'a pas été le cas pour M. Kambalé, qui nous a fait un argumentaire tout à fait éloquent, malheureusement vide. Non seulement qu'il est vide, il a fait une sorte de surenchère, il a fait une sorte d'outrance pour démontrer ce qui n'est pas démontrable. Je prends un élément très essentiel. Lorsqu'on est en 2010, le Foreign Office, qui est le ministère des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, il publie un livre qu'ils appellent le livre blanc, c'est sur la sécurité mondiale. Et dans ce livre, il classifie les États selon le degré de dangerosité. Et notre pays, en 2010, de 2010 à 2012, était classifié comme un État effondré, c'est-à-dire un État en décomposition. Et lorsque vous prenez ce même livre en 2012, au moment où nous parlons, notre État a quitté le statut d'État effondré, donc d'État en décomposition, vers un État en danger. Donc, nous avons suffisamment évolué. Et cette évolution est consécutive. On a évolué de l'effondrement vers l'État. Oui, ça, ce sont des termes strictement géopolitiques. Et ça a tout un sens. Comme la Russie, c'est un pays en danger. Hein. Donc, tous les pays, je peux vous en citer plusieurs. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui ne soit pas en danger, c'est l'Australie. Et donc, nous avons évolué dans cet élan. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des efforts de la gouvernance, de notre gouvernement, qui a su mobiliser les ressources, réorganiser notre armée et a fait face pour la première fois, en tout cas depuis très longtemps, à une rébellion téléguidée par les étrangers. Et ça,
c'était un fruit d'une diplomatie qu'on appelle la diplomatie du pourtour. Donc on a consolidé nos positions sur notre sous-région et nous avons présenté le point de vue du Congo avec écho au niveau international et cela a défait les plans de nos ennemis. Et pour aller un peu plus loin, cette victoire sur le M23 permet, ce que je considère comme la plus grande victoire, la plus grande réalisation de ce gouvernement, permet au gouvernement de se concentrer sur les autres réalisations, notamment les réalisations sociales. Parlant du social, j'ai entendu à gauche, à droite, on parle dans tous les sens de ce mot social. Les réalisations sociales sont bel et bien effectives. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous prenez un fonctionnaire qui touche aujourd'hui 70 000 francs congolais, il est sûr que 2 mois après, les mêmes 70 000 francs congolais vont avoir la même valeur. Et mais ça, il faut être c'est honnête en disant que je suis d'accord avec insuffisant. C'est insuffisant, mais c'est un pas. Les Chinois disent, ne craignez pas d'aller lentement, craignez plutôt de vous arrêter. Nous allons lentement et nous allons sûrement. Et lorsque vous prenez les réalisations, dans les réalisations sociales, ne nous dites pas que sur l'ensemble de notre pays, ce gouvernement a modernisé, réfectionné 277 zones de santé dans ce pays-ci. Et ce même gouvernement a réalisé dans ces pays la modernisation des 66 hôpitaux de référence. S'il vous plaît, John dans ce même c'est ça que les autres vous disent. Ça paraît comme des slogans, vous avez des chiffres, vous les dites, mais on ne les voit pas. Non, si vous me permettez. Mais un hôpital n'est pas une abstraction. Tous les hôpitaux dont on parle, il y a eu toute une liste, on vous la donne, vous vérifiez et c'est vérifiable. Et nous allons un peu plus loin. Il y a 330 centres de santé qui sont non seulement modernisés, mais équipés. Et quand vous parlez du social, parlez aussi de la gratuité des renseignements. C'est une réalisation sociale. Et cette gratuité de l'enseignement... Il y a une gratuité qui s'arrête aux 3 ans. Sauf Kinshasa et la ville de Lubumbashi. On est en 5e primaire. Ça, c'est une réalisation palpable. Ce ne sont pas des slogans, monsieur. Vous avez à côté de nous ici 1000 logements qui ont commencé à être érigés. C'est à Bandalungwa ici. Ce n'est pas une fiction. Vous avez l'hôpital de référence de Kinshasa. Le plus grand, à part ceux d'Afrique du Sud, le plus grand en Afrique, monsieur, ne parlez pas de réalisations non concrètes. C'est John Banza, pour mettre un point, selon vous, un bilan positif? Très positif. Ce n'est pas un bilan simplement positif. Parce que lorsque vous considérez, ça dépend mais au-delà des positifs. Oui, ça dépend dans quel angle vous voyez cela. Parce que pour une fourmi, la rosée est une inondation. Nous considérons que ce bilan est positif, est largement positif, en considérant d'où nous venons et où nous allons. Et nous sommes sûrs que jusqu'au terme de 2016, les défis seront relevés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas dit qu'on est satisfait à 100%, parce qu'il faut éviter, comme disait quelqu'un, de s'auto-féliciter et de dormir sur son laurier. Et nous sommes conscients, puisque lorsqu'on vous présente une rose, le pessimiste voit les épines. C'est ça, c'est que l'opposition voit. Nous voyons la rose. Alors, rapidement, Billy Kambale, si on peut faire un tour, donner un point de vue avec du point de vue un peu scientifique, qu'est-ce qui devait être fait que ce gouvernement ne fait pas? Donc, Monsieur Mathieu, pour répondre à votre question, il va falloir qu'on rebondisse pour donner l'éclairage. Rapidement. Les chiffres que notre ami a avancés sont faux. On les aurait vus dans les images ici. Mon cher ami, il ne faut pas tromper le peuple, puisque ceux qui sont à la maison, ils nous regardent et ils pensent que quand nous venons sur les plateaux de télévision, nous sommes sérieux. Messieurs, 66 hôpitaux généraux de référence. Vous savez quel boom ça pouvait faire dans ce pays? Non, il ne faut pas tromper les gens. Quand vous dites qu'on a nos 330 zones de santé, mon cher ami, vous vivez au Congo ou vous vivez? À peine, moi, je reviens de l'intérieur.
Je n'ai pas vu vos hôpitaux dont vous parlez. Non, il faut être respectueux de la population quand on vient sur les plateaux de télévision. Je vous dénie le droit d'avancer des chiffres qui risquent de dérouter la population. Deuxième chose, je voudrais que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas avoir la vision de petitesse de notre pays. Quand on dit 70 000 francs pour un fonctionnaire de l'État, ça c'est une vision petite de la République. Nous devons avoir une vision... Mais c'était moins que ça, c'est ce gouvernement qui a majoré un peu, Billy C'est Kambale. faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Nous devons le démontrer par les chiffres. Nous sommes des fonctionnaires de l'État, vous croyez que vous parlez à qui? Nous sommes des fonctionnaires de l'État. Les 70 000 francs, je peux vous demander, c'est quel poste? C'est à quel poste qu'on reçoit ces 70 000 francs? Chef de section dans l'administration. Chef de quoi? Des sections. C'est pas possible. C4. Essayons d'avoir du respect pour ces téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Ce sont des chiffres faux. Moi, je vous dis, quand on parle d'un pays, on voit d'abord son potentiel. Il y a un rapport sénatorial qui vient d'être publié sur la gestion du secteur minier entre 2007 et 2012. Il est clairement dit dans ce rapport qu'il y a plus de 41 milliards de dollars depuis 2007 jusqu'à 2012 qui échappent à la caisse de l'État. 41 milliards de dollars, s'il vous plaît. De quoi on parle? C'est un Sénat majoritairement... À vous attendre parler, il y a encore des efforts à faire, mais vous reconnaissez... Non, il n'y a pas encore quelque chose qui est fait dans le sens de sortir notre économie de l'économie des pacotilles. Voici la réalité de notre économie. D'accord, Billy. On ne va pas rester ici à donner seulement les tableaux sombres. On peut proposer. Est-ce qu'il y a à proposer? Rapidement, comme ça, on va à Brazzaville. La majorité. Je crois que nous sommes en train de parler avec passion. Je crois qu'il fallait qu'on parle objectivement, puisqu'il s'agit de notre pays. Ce qui est vrai qu'il y a eu des avancées, et ce qui est vrai que nous ne pouvons pas nous mettre à danser. Avec ce qu'il dit, c'est vrai. Vous ne faites qu'avancer des chiffres. On vous pose cette question, on ne voit pas. 66 hôpitaux généraux, 1000 écoles, qu'on ne voit pas. Je n'ai pas un tableau de chiffres devant moi. Alors, vous avez posé la question d'une manière globale pour savoir si le gouvernement Matata avait un bilan positif ou négatif. Moi, je vous ai dit comment... Ce bilan est en train d'évoluer. Comment le gouvernement est en train de travailler, comment la République est en train d'avancer. Bien qu'à petits pas, mais il y a eu une certaine évolution. Le pays est vaste, ça on reconnaît. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, beaucoup à faire, mais on avance lentement et sûrement. Et nous demandons au Premier ministre de ne pas s'applaudir aujourd'hui, mais de continuer encore à doubler les efforts pour permettre de travailler, puisque le taux de croissance de 8%, doit se sentir dans l'assiette de la population. Il doit fournir un effort que ces 8%-là puissent se faire sentir. Positif. Et c'est ce qui permettra à notre République de l'applaudir. Donc ce n'est pas encore le moment. Rendons-nous à Brazzaville, où la République démocratique du Congo avec la République du Congo-Brazzaville, deux pays en très bonne relation avec d'ailleurs les deux capitales très proches dans le monde, Kinshasa et Brazzaville. Mais comment justifier ces refoulements brusques des Congolais de la RDC vivant à Brazzaville? Je commence avec vous, Norbert Yambamba. Vous êtes vraiment un expert de la société civile. Qu'est-ce qui pourrait justifier ces refoulements brusques de nos frères congolais vivant à Brazzaville? Merci beaucoup, mais avant que je ne réponde à cette question, je voudrais simplement dire qu'il faut différencier un résultat et une réalisation. Une réalisation n'est pas un résultat, et lorsqu'on donne un chiffre, c'est que ce chiffre est donné en fonction des résultats. Il faut savoir donner le maximum qui était recherché. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsqu'on parle de 300, quelque chose de zone de santé, 330, je vous dis que c'est, je n'aime pas dire de la fausseté, mais je voudrais simplement dire que nous avons à peu près 506 zones de santé. Ça, c'est vrai. Et qu'aujourd'hui... Il parlait des réalisations. Aujourd'hui, 50% de ces zones de santé opérationnelles à cause de la solidarité internationale, accompagnées par les organisations étrangères. Mais c'est le fruit de la coopération quand même de ce gouvernement. Bien entendu. Je peux vous poser cette question comme journaliste. Avant que le gouvernement n'arrive. Je m'excuse beaucoup, c'est un débat intellectuel. Ça veut dire quand on arrive, il y a ce qu'on appelle le donné initial. Vous arrivez, vous trouvez quoi et vous avez apporté quoi. C'est très important. Et donc, lorsqu'on arrive et qu'on trouve 50% opérationnel, il faut nous dire qu'à partir de 50%, on a ajouté combien. Et vous, vous êtes à Kinshasa.
J'ai l'occasion de me promener à travers le pays, je vous dis sincèrement. Et même celles qui sont opérationnelles souffrent encore de douleurs d'enfantement. C'est très important. Il me semble qu'on confond les zones de santé et les postes de santé.